Okay. Super. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de la cour et nous avons aujourd'hui le sujet, c'est le soin personnel ou pour prendre soin de soi. Et la présentation, c'est Dr. Cécile qui va donner la présentation aujourd'hui. Et après, nous avons Benetta qui va présenter le cas. OK, so quand vous êtes prête, Dr. Cécile, vous pouvez commencer. Merci. Bonjour, merci beaucoup à vous, Catherine. Je vais essayer de partager mon écran. Vous me OK, dites si ça passe, c'est bon. Est-ce que vous voyez le partage? pas encore. Ok, je vais essayer. Là, c'est bon? C'est en train d'arriver. Ah oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-soin pour les professionnels de santé. Depuis le début de nos cours, nous parlons en soins palliatifs du patient. Nous parlons aussi de la famille du patient. Aujourd'hui, nous allons parler de nous-mêmes en tant que professionnels de santé. Quel impact a ces soins palliatifs sur nous-mêmes et comment est-ce qu'on doit réagir un peu par rapport à cet impact? Les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu ce qu'est l'auto-soin et pourquoi il est important, d'identifier les expériences cliniques difficiles dans votre pratique de tous les jours, de développer des stratégies d'auto-soin et de créer un plan aussi d'auto-soin. On peut aussi parler d'autoprise en charge, comment est-ce qu'on doit se prémunir face à ce traumatisme qu'on vit au quotidien. On va commencer par cette citation qui dit que s'attendre à immerger quotidiennement dans la souffrance et la perte sans être touché est aussi irréaliste que de s'attendre à pouvoir marcher dans l'eau sans se mouiller. Donc, on ne peut pas vivre dans les soins palliatifs sans qu'il y ait un impact sur nous, sur notre façon de voir, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, etc. On va commencer par une question qu'on se pose nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans notre travail? Ici, il y a un outil d'évaluation, une activité d'auto-soin qui est l'indice de bien-être de l'OMS. C'est un ensemble de questions qu'on doit se poser tous les jours pour voir ce qu'il y a en nous-mêmes. Tout le monde peut faire cette auto-évaluation. L'indice c'est un questionnaire auto-administré, fiable pour mesurer le fonctionnement émotionnel. Les scores sont transformés entre 0 et 100. On multiplie le score qu'on a par 4 et on voit et on s'auto-évalue. Entre 50 ou moins, on pense qu'on a une mauvaise humeur, mais pas une dépression. Un score de 28 ou moins indique une dépression probable et justifie une évaluation plus approfondie pour confirmer la dépression. Donc, c'est une évaluation qu'on peut faire nous-mêmes afin de surveiller les éventuels changements aussi. Une différence de 10% entre deux évaluations successives peut être considérée comme un changement significatif. Vous avez ici l'échelle, l'indice. C'est 5 questions qu'on doit se poser. La première question, ici c'est en anglais. Mais la première question, on se pose la question à savoir la dernière fois où on s'est senti joyeux et de bonne humeur. La deuxième, je me suis senti calme et relax, détendu. La troisième, la dernière fois où on s'est senti actif et vigoureux. La quatrième, la dernière fois où on s'est réveillé frais et reposé. Moi, je peux dire qu'il y a des années. Et la dernière question, ma vie quotidienne a été remplie de choses qui m'intéressent. Quel est le dernier jour où vous vous êtes réveillé et vous vous dites que aujourd'hui, j'ai fait que des choses qui m'intéressent? Quel est le dernier jour où on s'est réveillé frais et dispo?
Quel est le dernier jour où on s'est senti actif? Et à chaque fois, il y a un barème. D'abord, on a 5 si on dit all of the time, c'est-à-dire tout le temps. Most of the time, la plupart du temps. À la fin, at not time, on ne se sent pas bien du tout. Avec ce score, maintenant, ce que vous avez, vous le multipliez par 4 et vous voyez par rapport à votre barème si vous êtes dans la zone déprimée ou bien si vous vous sentez mieux. C'est une auto-évaluation qu'on peut tous faire de manière individuelle. Et pourquoi devons-nous prendre soin de nous? En tant que cliniciens, nous nous impliquons personnellement et intensément auprès des patients et de leurs familles. Il y a du courage, de la guérison et de la croissance dans ces rencontres, mais il y a aussi de la vulnérabilité et du chagrin personnel. On nous demande d'être empathique et cette empathie est répétée. Vous avez beaucoup de patients, vous avez beaucoup de familles et on vous demande à chaque fois d'être empathique avec ces patients. C'est pour avoir des soins efficaces. On a besoin d'être près de nos patients pour avoir ces soins efficaces. Mais cela peut conduire à un traumatisme vicariant, c'est-à-dire un traumatisme par procuration. C'est une dépression professionnelle qu'on a à force de vivre les traumatismes des autres. En cherchant aussi à améliorer la qualité de vie, nous devons répondre aux émotions et aux besoins des familles. À chaque fois que vous avez une famille devant vous, à chaque fois que vous avez des patients devant vous, vous êtes obligé de compatir, vous êtes obligé d'être impliqué émotionnellement. Il est difficile de travailler. Pourquoi devons-nous parler d'auto-soin? Déjà, ici, dans notre contexte, il est difficile de travailler dans des environnements où les ressources sont limitées. Quel que soit l'effort que nous ferons, nos patients vont partir. Donc, parce que nous sommes dans les soins palliatifs. Et ce que nous savons, c'est que la douleur et la tristesse sont inévitables. Mais la souffrance peut être facultative. On peut avoir de la douleur, on peut avoir de la tristesse pour nos patients. Mais quand l'impact est d'une souffrance qu'on vit, là, ça devient difficile pour nous tous. Quelles sont les causes de stress dans les soins palliatifs? Les facteurs de stress, vous en connaissez beaucoup. Vous êtes dans les soins palliatifs. Ce sont des sentiments de ne pas faire du bon travail. Quand vous avez votre patient, là, il n'y a plus de curatif. Donc, vous savez que votre patient ne va plus guérir. Vous êtes en train d'insister sur la qualité de vie. Donc, vous vous dites, et parfois, malgré vos efforts, vos patients, l'état de santé va décliner. Vous avez ce sentiment de ne pas bien faire votre travail. Vous avez aussi une exposition fréquente à la souffrance et à la mort. Quand une personne lambda vous subit une mort peut-être une fois dans l'année, vous la vivez pratiquement au quotidien. Vous avez vos patients qui partent, vos patients qui meurent, qui souffrent. Vous aussi, ça a un impact sur vous. Il y a aussi parmi les causes de stress, les difficultés de communication. C'est très difficile de communiquer. On a vu, quand on a parlé des communications, dans le cours sur les communications, le langage corporel, le langage oral, le langage non oral, c'est très difficile. Les problèmes de culture aussi, pour ceux qui sont ici en Afrique, par rapport à ce que vous allez dire, s'il est facile pour un Canadien ou bien un Français de dire ouvertement à un patient, vous avez tant d'années à vivre ou bien vous avez tant de mois à vivre, ici, on n'y pense même pas ou bien c'est très difficile d'aborder cette question. Donc, on a tout le temps les difficultés de communication, à qui parler, quoi dire, quand parler, tout cela, on a ces difficultés au quotidien. Les conflits dans l'équipe, on les vit parce qu'on a tous des façons de voir différentes. On a tous des conceptions qui sont différentes. En plus, si la charge de travail est très importante, on en parle ici en bas de ligne. S'il y a une surcharge de travail, tout le monde est nerveux, tout le monde est sur ses gardes, il y a des conflits au niveau de l'équipe et ça cause des stress. Le manque de soutien, le soutien, ça peut être physique, mais ça peut aussi être psychologique parce que vous aussi, vous avez besoin d'être supporté psychologiquement. Tout cela sont des causes de stress dans les soins palliatifs. Et comment réagissons-nous à
à ce stress. D'abord, le burn-out. On a déjà une perte progressive de l'idéalisme, de l'énergie et de la raison d'être que connaissent les personnes exerçant une profession d'aide en raison des conditions de leur travail. On a un épuisement physique et émotionnel, une approche dépersonnalisée des patients. À la longue, on ne voit plus le patient comme un être humain, mais parfois comme un lit, parfois comme une pathologie, ou bien parfois même comme un excusez-moi, il y a le téléphone, parfois comme un lit, parfois un numéro, parfois juste comme une pathologie. Le sentiment d'incompétence, de manque d'accomplissement, à force de travailler dans les soins palliatifs, de travailler avec des gens qui vont peut-être mourir, à la longue, on va se sentir inutile. On se dit, quelle est notre utilité actuellement? Donc, on se rend qu'on n'est plus même compétent. Après le burn-out, on a la détresse morale. C'est une incapacité d'agir en accord avec ses valeurs personnelles et professionnelles en raison de contraintes institutionnelles et d'autres contraintes externes. C'est pourquoi dans la communication aussi, on vous avait demandé de faire un travail sur vous-même. Parce que parfois, la réalité peut être à l'encontre de vos principes. Et ça peut amener vers une détresse morale. Après la détresse morale, il y a l'usure de la compassion, une diminution de l'énergie émotionnelle nécessaire pour s'occuper des patients. Si au début, vous êtes tout le temps là, vous êtes présent pour vos patients, plus le temps passe, vous avez cette habitude à ne plus vraiment vivre ce que vit votre patient. Vous avez une usure de votre compassion. Vous n'êtes plus aussi compatissant qu'au début peut-être de votre carrière ou bien quand vous vous engagez. Quels sont les facteurs prédisposants? Les facteurs professionnels, c'est le surcharge de travail, on en a parlé tout à l'heure. On a de grands nombres de patients, des ressources insuffisantes et un sentiment d'être mal géré. Vous avez votre patient, les dossiers sont incomplets ou bien le travail n'a pas été bien fait en amont. Et en plus, vous avez beaucoup de patients. Par exemple, quand vous faites une étude en soins palliatifs, quand vous faites votre questionnaire sur les soins palliatifs, quand vous faites la prise en charge, vous vous rendez compte que ça prend beaucoup de temps pour un seul patient, alors que vous en avez peut-être une trentaine ou bien plus. C'est très difficile, vous avez une surcharge de travail, vous avez du mal à être présent pour tout le monde. Un manque de contrôle sur son environnement de travail. Vous n'avez pas tous la même façon de travailler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous travaillez ensemble, c'est-à-dire que vous êtes une équipe. Le fait que vous manquez de contrôle, que vous ne puissiez pas travailler à votre guise, peut être facteur de prédisposant par rapport au stress. On consacre beaucoup de temps à des tâches qui ne correspondent pas à des objectifs professionnels. Parfois, vous pouvez être pris comme aidant, vous vous retrouvez à faire des travaux d'infirmier, vous vous retrouvez à faire d'autres travaux en plus, vous vous retrouvez à faire parfois le psychologue pour votre patient. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. À la fin, vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes là. Le travail interfère avec la vie familiale, c'est vrai. Vous tous, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans les soins palliatifs, quand vous êtes juste dans le milieu médical, vous avez du mal à avoir une vie familiale. Parfois, il faut faire un choix et d'habitude, c'est le professionnel qui prime sur le personnel. Parmi les facteurs prédisposants au stress, toujours, les caractéristiques personnelles, c'est le fait d'être en début de carrière. Au début, on est en train, on est là, on est présent, on veut tout faire, mais après avec le temps, on change un peu. Le manque de contrôle personnel sur les événements, on en a parlé tout à l'heure. Attribuer le succès à la chance plutôt qu'aux réalisations personnelles. Un engagement excessif, quand vous vous engagez de façon excessive, que vous ne partagez pas avec l'équipe, vous risquez d'avoir après subi certains traumatismes, surtout le stress. Une incapacité aussi à admettre ses erreurs. Ça, je pense qu'on le dit toujours par rapport au corps médical. On a cette incapacité à admettre ses erreurs, à admettre nos limites. C'est toujours d'où l'importance de
faire aussi votre travail personnel par rapport à la fenêtre Jawari qui vous permet de savoir vos peurs, vos limites et de les accepter. Parce que si on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas prétendre aider les autres. Un besoin de certitude absolue, un manque de sens de l'humour. Si vous pensez que l'usure de la compassion est un aspect du travail. Parce que pour certains, c'est bien, c'est bon, c'est normal d'être compatissant au début. Vous allez le voir quand vous êtes nouveau dans un service, on va se dire, ah, avec le temps, on va voir, elle va se fatiguer, elle ne va plus être aussi compatissante. Donc, c'est quelque chose qu'on voit comme normal, alors que ça ne l'est pas. On doit continuer tel qu'on est. Les caractéristiques de protection, car face à toutes ces agressions, on a parfois on se protège, on se forge une carapace. Parfois, c'est la rigueur, parfois, c'est l'engagement, engagé dans le développement personnel, l'altruisme, parfois, c'est le travail acharné, une bienveillance, une rationalité, une conscience de soi. Quelques conseils d'auto-soin, conseils d'experts. La pratique réflexive et l'auto-soin devraient faire partie de la routine permanente, tout comme la participation à des conférences, à la lecture de revues. Donc, nous, on est tout le temps obligés de réfléchir sur nous-mêmes, de s'auto-évaluer, mais aussi de s'ouvrir aux autres pour participer, par exemple, même au niveau de vos équipes, pour pouvoir évacuer le trop plein de stress que peut nous causer la pratique des soins palliatifs. Éviter l'épuisement professionnel, épuisement émotionnel surtout. Il faut avoir un esprit dépassement de soi et épuisement émotionnel aussi. On a l'épuisement émotionnel qui est très, très présent dans les soins palliatifs. Après, à force d'être compatissant, à force d'être toujours présent émotionnellement, ça nous épuise. Et ça peut mener vers la dépersonnalisation. On traite les patients comme des objets, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi comme des numéros, soit comme des pathologies. Un sentiment aussi de faible accomplissement personnel, sentiment d'incompétence et d'inadéquation. Éviter les effets négatifs de l'épuisement professionnel. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues et acceptées pour ce qu'elles sont, les pensées et les émotions douloureuses sont gérées par une adaptation dysfonctionnelle, sous forme de déni, de dissimulation, d'évitement et d'engourdissement qui finit par réapparaître sous la forme d'une dépendance ou d'une insatisfaction à l'égard de la vie professionnelle et familiale. Ici, il faut porter l'attention sur le fait qu'on doit reconnaître cet impact qu'a les soins palliatifs sur nous. On doit reconnaître quand on est stressé, on doit reconnaître quand on est dans la phase dépressive et savoir prendre du recul et demander de l'aide. L'impact de l'épuisement professionnel, ce sont les erreurs médicales. On n'est plus aussi attentionné. Et quand on n'est pas attentionné dans le milieu médical, ça ne pardonne pas. Donc, il y a les erreurs médicales, la diminution de la satisfaction des patients, parce que vous n'avez plus assez de temps, ou bien vous n'êtes plus aussi empathique, vous n'êtes plus aussi fonctionnel. Donc, le revers, c'est la diminution de la satisfaction des patients. Une récupération plus longue des patients après la sortie de l'hôpital. On n'oublie pas, on n'est plus aussi perspicace. Comportement non professionnel et valeurs moins altruistes. Éviter le travail ou des tâches spécifiques difficiles. Éviter de faire face à des émotions difficiles. Abandon de la profession. Et ça arrive aussi. Il y en a qui sont trop fatigués. Ils n'ont pas su arrêter à temps. Ils n'ont pas su demander l'aide à temps. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement, à la fin, on est obligé d'abandonner la profession. Maintenant, après avoir parlé de l'impact qu'a ces soins palliatifs sur nous, on se demande un peu qu'est-ce qui rend notre travail épanouissant. Pourquoi, malgré tout cela, nous sommes là? Pourquoi sommes-nous toujours là pour les soins palliatifs? Qu'est-ce que cela nous procure? Les avantages de ce travail, c'est d'abord, les familles sont souvent très satisfaites des soins qu'elles reçoivent.
Parce que vous êtes à la fois là pour le patient, mais là pour les familles. Ils sentent votre compassion, ils sentent votre présence. Des relations profondes et positives avec les patients et les familles. Parfois, vous avez des relations tellement profondes, tellement positives, qui vont au-delà même du décès de votre patient. Les soins palliatifs peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de vie de vos patients. Vous avez une satisfaction quand vous voyez que malgré l'état de votre patient, grâce à votre présence, il y a une évolution plus ou moins positive. Et vous parvenez à réduire considérablement surtout la souffrance globale, que ce soit une souffrance physique ou psychologique. Vous avez cette capacité de réduire considérablement cette souffrance. Travailler dans le domaine des soins palliatifs changera votre perception de la vie. Elle aide à valoriser la vie, permet de réfléchir sur sa propre mortalité et ce qui est important pour soi, augmente la conscience de soi, on a une plus grande capacité à faire face au stress et à la souffrance. On a cette capacité aussi d'apprécier davantage les joies de la vie. Je pense qu'on a tous ce sentiment-là, ce sentiment avec les soins palliatifs de servir peut-être à quelque chose, ce sentiment que notre vie à nous-mêmes n'est pas futile, notre importance à nous-mêmes. On a aussi ce sentiment que la mort existe, donc ça a un impact même sur notre spiritualité. Parmi les récompenses toujours, il est très satisfaisant de faire du bon travail en s'occupant d'un patient. À chaque fois que vous avez un patient devant vous et que vous réussissez à le faire ressentir lui-même, que vous lui rendez sa dignité, vous vous rendez à vous-même aussi votre dignité. On est satisfait de ce travail et permet aussi de ne plus penser que le décès d'un patient est un échec professionnel. Là, on a quelques exemples de plans d'auto-soins ou bien d'auto-prise en charge. Sur le plan physique, les exercices réguliers, par exemple, identifier la personne de confiance. Le fait même d'identifier la personne de confiance de votre patient vous permet de vous soulager un peu. Parfois aussi physiquement, le fait d'avoir d'autres préoccupations par rapport, autre que dans le milieu des soins palliatifs, autre que l'hôpital, pour vous aider à vous gérer vous-même. Ici, on a parlé de promenade, de randonnée, de yoga, de danse, si vous voulez. Toutes ces activités vous aident à vous échapper un peu de votre milieu médical. Sur le plan psychosocial, le fait de planifier des activités amusantes, qu'est-ce qui vous nourrit? Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'évaluation de l'OMS, la dernière question, c'est ma vie quotidienne. La dernière fois où ma vie quotidienne a été remplie de choses qui m'intéressent. Il faut savoir faire des choses qui vous intéressent, vous, en dehors de ce qui est médical ou bien en dehors de ce qui est soins palliatifs. Planifier des activités amusantes, qu'est-ce qui nous nourrit? Ici, on parle aussi de cuisine. Sur le plan émotionnel, savoir faire appel à votre équipe. Si vous vivez une situation difficile, si vous avez des problèmes par rapport à un patient, savoir parler à votre équipe. Parce qu'en soins palliatifs, on ne part pas seul. On a toute une équipe. Connaître la vie de l'autre, partager les émotions pour vous soulager vous-même. Sur le plan spirituel, on a chacun ou chacune une façon de se recueillir, une promenade dans la nature, des prières, peut-être aussi la méditation. Là, c'est une série de questions qu'on se pose qui peuvent sembler banales, mais que je vous inviterai à partager ou bien à vous poser vous-même. Par exemple, la première question, combien de temps s'est-il écoulé depuis votre dernier bon repas? Quelle quantité avez-vous consommé au cours des dernières 24 heures? D'habitude, on demande à nos patients, il faut boire 1 litre d'eau, 1 litre 50 d'eau, jusqu'à 2 litres. Est-ce que vous-même, vous l'avez fait? Peut-être dans la journée d'hier. Combien d'heures avez-vous dormi au cours des dernières 24 heures? Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, avez-vous dormi? Et combien d'heures? Vous demandez à vos patients de dormir 8 heures de temps. Est-ce que vous l'avez fait? Personnellement, j'en ai dormi 3. Combien d'heures avez-vous donc dormi?
Depuis combien de temps n'êtes-vous pas sorti ou n'avez-vous pas fait d'exercice? Une journée où vous êtes sorti, vous avez fait de l'exercice. C'est quand la dernière fois vous l'avez fait? Quand avez-vous rencontré quelqu'un en personne pour la dernière fois? On ne parle pas de téléphone. Quand vous êtes vous déplacé pour aller voir un parent, pour aller voir un ami, une connaissance, juste une journée où vous avez passé cette journée ensemble. En résumé, aujourd'hui, nous avons examiné comment nos rencontres avec les patients en soins palliatifs sont synonymes de courage, de guérison, de croissance, mais aussi de vulnérabilité et de chagrin personnel. On a un risque élevé d'épuisement professionnel, de détresse morale et de fatigue de compassion chez les professionnels fournissant des soins palliatifs. Les professionnels de santé devraient cultiver et maintenir des stratégies personnelles et d'équipe pour prévenir, réduire l'impact du burn-out. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Dr. Sissi. C'est un très important sujet pour ceux qui travaillent dans le domaine soins palliatifs et c'est toujours une composante essentielle dans le corps des soins palliatifs. Ok, c'est un sujet très important. Et je voudrais demander si quelqu'un a des questions. Si vous voulez, vous pouvez lever les mains ou vous pouvez écrire une question dans le chat. Je voudrais poser la question à tous les participants. Est-ce que vous avez, avant le formation comme Dr. Cécile a donné aujourd'hui, est-ce que vous avez reçu une formation comme ça avant dans votre formation médicale, infirmière? Est-ce que vous avez déjà eu le formation dans le soin personnel, dans notre soin? Excusez-moi, est-ce que les micros sont ouverts? Vous avez entendu ma question, Dr. Sissi, pour tous? C'était clair ou non? Ah oui, venez maintenant. Allez-y. Il y a René qui a la main levée. Ok. Ok. Bonjour à tout le monde et merci à Dr. Aminata pour sa intervention. Ma question, ça concerne l'accompagnant direct du patient qu'on est en train de le traiter ou soit qu'on a mis un soin palliatif. Quelles sont les stratégies ou quels sont les conseils aussi qu'on peut prodiguer à cet accompagnant ou si c'est un mari ou bien c'est sa femme, les stratégies pour qu'il puisse aussi rester en bonne santé, puisque dans l'intervention du docteur Aminata, ça c'est une auto-soin de nous, les personnels qui s'occupent des soins palliatifs, mais c'est lui ou celle qui reste à son côté du patient qu'on a mis en soins palliatifs. Merci. Dr. Sissi, avez-vous entendu la question? Oui, oui. Merci beaucoup, René. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé, peut-être ici, on parle de nous, mais aussi c'est accompagnant direct qu'il faut évaluer aussi. Parce que l'accompagnant direct, tel que nous le concevons, c'est celui qui est en rapport direct avec votre patient. C'est celui qui est là quand vous n'êtes pas là. C'est à lui, c'est lui qui vous aide, c'est lui à qui vous peut-être il vous aide à l'observance parfois des médicaments, c'est lui qui s'occupe un peu de votre patient. Donc, tout autant que vous, il a besoin d'un support psychologique parfois.
Parce que c'est quelqu'un, la plupart du temps, qui a mis entre parenthèses toute sa vie pour s'occuper du patient, en fait. C'est ce qu'on revoit, en fait, c'est ce qu'on voit, nous, dans nos pratiques. Donc, psychologiquement, c'est quelqu'un qui doit être pris en charge. C'est quelqu'un à qui on doit parler. C'est quelqu'un qu'on doit évaluer aussi. Je pense que j'ai un peu oublié, je pense que si c'est Zarit ou non, qui nous permet d'évaluer ces genres de personnes, s'ils sont en phase dépressive ou pas. Parce que plus votre accompagnant est efficace, plus vous avez de chances pour votre patient. Donc, vous êtes dans l'obligation de prendre en charge cet accompagnant, de lui parler pour pouvoir avoir un bon résultat par rapport à votre patient. Celui-là aussi a besoin que vous lui parlez. Lui, il entre dans la prise en charge de la famille. Parce qu'en soins palliatifs, on vous demande de prendre en charge le patient et la famille. Donc, quand on vous parle de prendre en charge de la famille, c'est de celui-là même qu'on parle, cet accompagnant. Vous devez de lui expliquer déjà si le malade le veut ou si le malade est conscient, de lui expliquer la maladie de votre patient, de lui expliquer les gestes à faire tous les jours, de lui expliquer comment prendre en charge ce patient, mais aussi vous êtes en devoir de l'écouter, de voir l'impact qu'a le patient et la prise en charge du patient sur lui-même. Vous êtes en devoir de lui parler. Si vous-même, vous ne le pouvez pas, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est psychologiquement, peut-être un psychologue, qui peut lui parler pour qu'il puisse aussi savoir ouvrir son cœur, entre guillemets, celui qui s'occupe du patient. Je me dis aussi, c'est vrai qu'on doit faire une prise en charge de cet accompagnant pour nous-mêmes même avoir un bon résultat. En fait, okay. Je voudrais aussi poser une question. Je me dis que depuis le début, on parle que des patients et de la famille. Aujourd'hui, on parle de vous. Donc, vous devez de parler. Vous devez parler de ce que vous ressentez. Quel impact a ce travail sur vous? Vous vous sentez bien? Il n'y a aucun impact? Il n'y a rien? On voudrait faire parler vraiment la classe parce que je sais que tout le monde a un vécu par rapport aux soins palliatifs, qu'on le dise ou non. Merci. OK, merci. Merci, René. Bonjour, si je peux dire je peux ajouter, merci, Dr. Cissé. Moi, je peux dire que des fois, quand je vois la souffrance de mes patients et aussi bien sûr de leur famille, ça m'a fait souffrir aussi. Donc, des fois, je pleure. Pour moi, je me réfléchis beaucoup pour voir si je suis négative. Des fois, je vois que je dois m'éloigner un peu de mes patients et de leur famille. Pour moi, j'ai aussi vu que je devais prendre une petite pause parce que je peux voir tous les images des familles et des malades dans ma tête. Et ça me faisait très mal. Donc, moi, je trouve que c'est un travail qui est très, qui est très émotionnel dans le sens que on soigne la famille aussi. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose pour nous-mêmes parce que nous ne sommes pas le sauveur du monde. Et je pense que des fois, c'est ça un problème aussi. On pense qu'on doit être la réponse aux besoins de tout le monde. Merci beaucoup, Esther, pour le partage. Même pour moi, quand j'ai commencé les soins palliatifs il y a 12 ans maintenant, moi, je me sens un peu déprimée pour le premier mois parce que j'ai pas toute la souffrance de mes patients, la famille avec moi. Et je n'ai pas eu l'utile pour élever la souffrance de mon patient, ma patient. J'ai trouvé l'utile et comme Dr. Cici a expliqué, quelque chose que je peux faire je me sens mieux avec le travail. Et maintenant, ça va bien. Parfois, il y a un patient ou une famille qui est vraiment touchée et c'est difficile.
Bien sûr, je me sens ensemble avec le patient, la famille, souvent, mais il faut que chacun doit trouver qu'est-ce que je peux faire dans mon temps libre pour être bien et faire ce travail bien. Et c'est vrai pour tous, je pense, qui travaillent dans les soins palliatifs, même dans la santé. Mais particulièrement, c'est important dans les soins palliatifs. Est-ce que un participant veut partager aussi euh, votre expérience? Ah oui, allez-y, venez. C'est un nouveau man ou c'est l'ancien man? Israël, vous pouvez aller. Merci. Merci beaucoup. Merci à Dr Aminata pour cette présentation. Pour moi, c'est un rappel, hein, c'est un rappel qu'elle vient de nous donner, euh, surtout de s'occuper de soi. Par exemple, dans l'avion, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? On nous rappelle qu'en cas de caissière, il faut prendre sa veste de secours d'abord avant de s'occuper de l'autre. Alors, il faut s'occuper de soi d'abord avant de pouvoir avoir la force de s'occuper des autres. Donc, pour les soins palliatifs, nous devons se mettre dans la tête, être des gens disposés, surtout chaque jour, il faut vraiment on s'évalue avant d'aller sur le terrain. Merci, docteur, pour cette présentation. Vraiment, je suis ravi d'écouter encore ceci ce matin et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Israël. C'est très important que c'est impossible, en fait, pour donner le soin bien à les autres si on ne pense pas en premier temps pour soi-même. Merci pour cette parole. Est-ce qu'il y a l'autre question, l'autre parole que quelqu'un veut partager? Je suis sûre que vous avez votre expérience et votre utile pour prendre soin. Binta, est-ce que Binta est là? Oui, oui, je suis là, docteur Sylvie. Comment Binta fait pour surmonter un peu tout le stress par rapport à tout le travail qu'elle a à abattre à Thiès? Bonjour tout le monde et merci beaucoup, docteur, pour cette belle présentation. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, on est en train de parler de nous en tant que soignants. Et normalement, on devrait vraiment être actif aujourd'hui pour voir comment chacun fait, comment chacun porte déjà le poids et comment on fait pour, en tout cas, pour tenir. Et c'est très important de savoir prendre soin de soi, mais malheureusement, c'est une rubrique qui manque souvent dans nos cours et même dans la pratique. Prendre tellement sur soi-même. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de penser à soi, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Souvent même, c'est méconnu. Moi, je dois avouer que c'est quand j'ai fait les soins palliatifs que j'ai su que personnellement, je devrais prendre soin de moi, comme Catherine venait de le dire. Si on ne prend pas soin de soi-même, c'est impossible de s'occuper des patients et on ne s'en rend pas compte. Et j'aimerais dire juste que moi, en tout cas, un des, un des, une des choses que j'essaie de faire maintenant, c'est de partager avec les autres. Et aussi, souvent, j'aime m'évader dans tout ce qui est un peu comédie. Donc, ça m'inspire. Merci.
Merci beaucoup. J'ai vu Vinta a parlé de partager. Est-ce que vous avez essayé les groupes de parole? Qui, dans son unité de travail, a essayé le système de groupe de parole? Nene Sow, Abdourahmane Diallo. C'est Ramatou, j'ai vu votre main, si vous voulez parler. Bonjour tout le monde. J'espère que Bonjour. vous m'entendez. OK. Et c'était pour poser une question. Oui, allez-y. OK. En fait, tout de suite, l'autre a parlé de... Elle disait qu'elle ne savait même pas qu'elle devait prendre soin d'elle-même en tant que soignant au niveau des soins palliatifs. Moi, ma question, c'est est-ce que la souffrance des agents qui interviennent dans les soins palliatifs sont reconnus par les institutions pour qui ils travaillent? Et ceux qui vont demander de l'aide, est-ce qu'à quelque part, ils ne sont pas stigmatisés? On considère un peu comme de la paresse. Pourtant, c'est une souffrance réelle que ces gens sont en train de vivre. Allez-y, Franchement, Dr. Cécile, si vous voulez. oui, Ramatou, je pense que vous avez posé une question très pertinente par rapport à nos réalités. Par exemple, ici, déjà par rapport à cette reconnaissance des soins palliatifs, l'impact que cela a. Moi, je peux donner l'exemple de l'institution où j'étais. C'est une clinique qui est privée, qui parle peut-être, qui fait les soins palliatifs. Là, il y avait une reconnaissance parce qu'on s'était spécialisé dans ça. Là, on pouvait reconnaître que quelqu'un était fatigué. Par rapport, déjà, on travaille en équipe, on pouvait reconnaître par certains signes que quelqu'un, peut-être dans les changements d'humeur, dans sa façon de voir, parce que la plupart du temps, ce sont les autres qui vous interpellent par rapport à vos changements. On avait aussi mis en place les groupes de parole où tout le monde parlait de ce qu'il a vécu. Tout le monde s'exposait, on pouvait en parler facilement et on pouvait s'entraider. Et aussi, il y avait des possibilités, si quelqu'un réellement avait un impact négatif par rapport à une situation, une possibilité d'avoir une consultation à part, de parler peut-être à un psychologue, entre guillemets, quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours reconnu, et ce n'est pas aussi facilement dit que celui-là, l'impact que le travail a sur lui, ce n'est pas toujours reconnu. Même ici, nous, dans le contexte qu'on a ici, c'est vrai, parfois on peut dire qu'il est paresseux, parfois on peut dire qu'il simule seulement tout cela. Déjà, même la dépression en tant que telle, ce n'est pas toujours très bien reconnu, surtout dans nos réalités, il faut le dire. Donc, vous avez bien raison de vous alarmer, vous avez bien raison d'en parler. Mais nous, l'idéal, ce qu'on avait trouvé, c'était d'en parler à chaque fois, de trouver des groupes de parole, que tout le monde ait le droit et le devoir de parler de ce qu'il a vécu en mal ou en bien. Ça nous permettait de nous aider entre nous. Et je précise aussi que c'était une unité de soins palliatifs, c'était des gens qui étaient spécialisés en soins palliatifs. Donc, si c'était l'hôpital, ce serait moins bien reconnu. Merci beaucoup d'avoir attiré l'attention aussi. OK, merci. Benetta, allez-y. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais un peu rebondir dans le sens où Dr Aminata venait de parler. Oui, c'est un peu difficile quand on est dans des contextes où déjà les soins palliatifs ne sont pas connus en tant que tels. Donc, la souffrance de ces agents-là ne peut pas être reconnue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Souvent, même le travail qu'on fait, les efforts que l'on fournit ne sont même pas appréciés.
c'est comme si, voilà, vous êtes en train de... Les gens nous taxent de tous les côtés. Donc, c'est souvent, ce n'est même pas les soins que nous faisons qui apportent de la souffrance, mais même notre entourage euh, Mhm. ne nous soutient pas et tout ça constitue beaucoup de souffrance autour des soins palliatifs pour ceux qui le pratiquent. Donc, oui, si on est dans une institution comme là où le docteur était, ça, c'est intéressant, mais quand on est quelque part où le langage soins palliatifs n'est pas encore bien implémenté, c'est encore vraiment plus difficile. Et c'est là où on doit être plus alerte, comme elle le disait dans son exposé, de nous-mêmes chercher à prendre soin de soi pour pouvoir aller jusqu'au bout. Merci. Merci, Benetta. Il y a aussi la preuve dans la littérature que pour l'agent de santé qui a la compétence des soins palliatifs, ça peut être protectif aussi pour le distress moral et le burn-out parce que nous avons quelques outils qui peuvent aider le patient et la famille. Ça peut aider aussi l'agent de santé parce que si le taux de mortalité est haut, s'il y a beaucoup de souffrance, et vous avez quelque chose que vous pouvez ajouter dans la prise en charge qui peut aider le patient et la famille. Comme Dr. Sissi a parlé dans la présentation, ça peut aider aussi contre le burn-out, contre le distress moral pour l'agent de santé. Israël, avez-vous une autre parole que vous voulez partager? Oui, j'aimerais bien dire que c'est une réalité, la question que la dame a posée, vraiment, c'est une réalité dans nos contextes, surtout africains. Mais pour moi, c'est le moment de nous encourager à se donner en pleine, comment dirais-je, dans cette formation de soins palliatifs pour pouvoir faire ressortir ce cas pour le futur. Parce que sans les soins palliatifs, on ne peut pas nous permettre de reconnaître certaines choses. Et c'est le soin palliatif aujourd'hui qui nous ramène à comprendre. Et ça, c'est très important pour que les gens se forment en soins palliatifs, qu'on se donne dans cette formation de soins palliatifs afin de pouvoir faire sortir ces besoins pour la génération future. C'est ce que j'aimerais bien ajouter. Merci beaucoup. Et nous pouvons parler de cette besoin aussi avec notre collègue et même nous pouvons changer un peu la pratique dans notre hôpital, dans notre service, parce que c'est vrai pour tous que c'est un besoin. So, nous pouvons commencer la conversation dans notre hôpital. Mhm. Bonjour, allô? Bonjour. Bonjour à tout le monde, c'est moi Abdourahmane Diallo. Allô, vous m'entendez? Bonjour Abdourahmane, on vous entend. Bonjour à tout le monde. Merci Dr. Sissé pour cette belle présentation. Je voulais juste rebondir un peu sur ce que vous disiez. En fait, moi, j'ai commencé les soins palliatifs depuis 2020. J'avoue que les 2 premières années n'étaient pas du tout faciles parce que j'ai failli même arrêter. Au début, je n'en parlais avec personne, je gardais tout pour moi. Je me disais que comme c'était mon boulot, je l'ai choisi, donc il fallait assumer. Et par la suite, un jour, je me rappelle, je suis venu au bureau. Je suis venu en retard parce que normalement, 8 heures doit me trouver au bureau. Je suis venu en retard et arrivé, j'ai trouvé la présidente de l'association sur place. Elle me dit, pourquoi Diallo, tu viens en retard aujourd'hui? Ce n'est pas dans tes habitudes. Bon, j'en ai profité pour l'expliquer, ce que j'ai vécu durant les 2 premières années. Et elle a décidé de me mettre en rapport avec une dame, une psychologue. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé.
Et j'en profite aussi de cette occasion pour remercier Dr Cissé parce que j'ai toujours sollicité son aide et elle m'a toujours conseillé, elle m'a toujours accompagné. Donc, c'est pour dire que en soins palliatifs, il faut partager. Les groupes de parole, c'est très intéressant. Donc, il faut partager avec son entourage, avec ton équipe. Ça va aider, franchement. Si vous le faites comme je le faisais pour moi, comme moi, ça ne sera pas facile, quoi. Tu ne pourras pas tenir parce que moi, à un moment donné, j'ai voulu abandonner. Mais quand même, depuis lors, je me sens maintenant que je suis déchargé d'une tâche et comme je partage avec mon équipe, je sollicite toujours des conseils de Dr Cissé ou de la présidente de mon association et je vois que maintenant, voilà quoi, je suis à l'aise, je fais bien le travail et j'encourage tout le monde à partager ce que vous vivez au quotidien. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. C'est une très bonne nouvelle que ça a aidé et changé l'histoire pour vous et dans votre carrière. Merci beaucoup. Néné, peut-être c'est le dernier partage et nous pouvons commencer avec le cas après ça. Allez-y, merci. Voilà, bonjour et merci à tout le monde. Merci à Dr Aminata pour cette présentation qui vraiment, je me suis vraiment sentie dedans parce que j'ai intégré les soins palliatifs l'année dernière, il y a pas longtemps, mais j'ai dit tout dernièrement que j'allais vraiment abandonner parce que par rapport à ces groupes de parole dont Dr Aminata vient de parler, ça n'existe vraiment pas dans nos structures et pourtant ce sont des groupes, des rencontres qui pourraient nous aider à vraiment nous exprimer, à échanger avec les autres, parce qu'on a tendance à garder beaucoup de choses en nous, euh, des situations que nous vivons tous les jours et que des fois, on n'a pas l'occasion de partager avec les autres. Et également, on a besoin de l'assistance sociale. Moi, j'ai dit dernièrement à notre chef de service social dans la structure où je travaille, je lui ai dit qu'il faut vraiment prendre en compte les attitudes du personnel soignant parce que des fois, il y a des attitudes qu'ils font que la personne elle-même fait, ça vient de la maison, ça vient du stress. Il y a énormément de travail, il y a euh, les patients qui sont là, qui présentent des pathologies, qui meurent sous tes yeux. C'est vraiment pas facile. Et c'est ça qui nous pousse à aller, à nous comporter d'une manière ou d'une autre des fois. Et là, on sent qu'on a besoin de partager. On a besoin vraiment de se sentir considéré comme Binta vient de le dire. Parce que quand la personne est là, qui fournit des efforts, et qu'à chaque fois que ces efforts-là sont faits et qu'elle ne trouve pas quelqu'un à côté qui au moins la booste un peu, ça te fait reculer des fois. Tu te dis, est-ce que moi-même, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Euh, voilà, est-ce que j'ai même apporté quelque chose de positif dans mon travail? Tu te sens pas vraiment impliqué. Donc, c'est très important, ces groupes de parole-là. Merci, docteur Aminata. Merci à toute l'équipe. Voilà, moi, c'était juste ce partage que je voulais faire avec, voilà, avec tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Néné. Merci pour ça, vraiment. Merci beaucoup à Néné. Merci aussi à Abdulrahman qui fait partie un peu des figures actives ici par rapport aux soins palliatifs. Il est très actif, quelqu'un de très dégourdi que je salue au passage. Le problème avec Néné aussi, c'est quelque chose qu'on a tous vécu à nos débuts. À un moment donné, il fallait quelqu'un qui puisse nous aider, qui puisse être là. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait fait les soins palliatifs avant moi. C'était Dr Boubacar Sow, Esther le connaît.
Il l'avait fait avant nous. Il nous a aidé un peu à accepter certaines choses. Il a été là. Il a aussi mis en place certaines choses dans sa structure. Je vous en parlais tout à l'heure, les groupes de parole. Même les groupes de parole, même parlant avec Néné, vous pouvez l'essayer chez vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes aussi, les autres sont aussi demandeurs que vous. Vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes problèmes. Et comme on dit, un problème, quand plus on en parle, moins on le ressent. Et vous allez commencer petit. Il faut savoir commencer petit pour espérer grandir. Donc, vous faites une petite chose entre vous, vous en parlez de temps en temps. Vous parlez des pathologies que vous rencontrez, des sentiments que vous avez eus face à certaines situations. Et vous allez vous rendre compte que ça vous soulage un peu. Ça soulage aussi les autres. Les autres, vous allez vous rendre compte, comme on l'a dit tout à l'heure, les autres sont aussi demandeurs que vous. Ce que vous avez vécu, on l'a tous vécu à nos débuts et on continue à le vivre jusqu'à présent. Donc, il faut juste vous organiser un peu entre vous et vous supporter mutuellement. Après, en parler peut-être à la hiérarchie. Merci beaucoup pour être. Merci à tous. Nous pouvons commencer maintenant avec le cas pour aujourd'hui. Benetta, est-ce que vous voulez partager votre écran ou est-ce que vous préférez si je fais ça? Oui, merci Catherine. Je pense que vous pouvez partager pour gagner pour gagner du temps. Donc, je profite pour me présenter encore. Je suis Binta Faye, je suis infirmière à IS au Sénégal. Et je suis dans les soins palliatifs depuis 2, 3 ans. Donc, je remercie encore docteur Aminata Cissé, qui, à chaque fois qu'elle nous enseigne, c'est déjà un encouragement. Elle a assez de courage qu'elle communique dans les cours qu'elle nous donne. Et je dois avouer aussi qu'elle fait partie de ceux qui m'ont initié dans les soins palliatifs et qui continuent à m'encourager. En tout cas, merci beaucoup à tous pour la participation. Quand j'ai écouté les échanges, je me demandais déjà, est-ce que on doit encore faire l'étude de cas parce que beaucoup de pistes sont sorties, mais j'espère qu'on va trouver encore d'autres choses à se partager pour aller de l'avant. Donc, le premier cas, on a 2 cas aujourd'hui parce qu'on va parler de nous. Donc, le premier cas, c'est celui de la petite Zoa, âgée de 6 mois, qui s'est d'abord présentée à l'hôpital avec une faiblesse progressive, incapable de s'asseoir et avec des difficultés à avaler. On suspecte une amyotrophie spinale, une maladie grave et progressive qui entraîne une insuffisance respiratoire dont l'espérance de vie est inférieure à 2 ans. L'équipe conseille la famille sur la maladie et le pronostic et la ramène chez elle pour des soins palliatifs à domicile. Des visites mensuelles, une infirmière. Donc, la petite est heureuse et se porte bien malgré sa faiblesse. 2 mois plus tard, un matin, Zoa a été retrouvée morte par ses parents. Il semble qu'elle ait expiré dans son sommeil. Ses parents sont totalement désemparés et l'équipe de soins à domicile continue à leur apporter leur soutien en leur rendant visite pour les aider à faire leur deuil. Excusez-moi, Binta. Excusez-moi, c'est Oui. Esther. Est-ce que vous pouvez augmenter le volume parce que c'est un peu difficile à attendre? Ah, OK. Ou est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Là, c'est bon? C'est mieux, je pense. Donc, oui, l'infirmière des soins à domicile et les agents de santé communautaire sont tout aussi dévastés. Donc, les questions qu'on se pose devant ces cas, c'est quelles émotions l'équipe peut-elle ressentir? Quelles sont les stratégies personnelles d'auto-soin? Je ne vois pas la troisième question. Je ne vois pas la troisième question.
quelles sont les stratégies de bien-être de l'équipe? OK, merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on a pu lire au moins le cas, comme ce n'était pas bien dit. Mais ici, on se demande pour ce premier cas, quelles sont les émotions qu'en tant qu'équipe, on peut ressentir devant ce cas. Souvent avec les enfants, c'est toujours un peu plus difficile. Et devant les émotions que nous ressentons en tant qu'équipe, quelle stratégie personnelle on peut mettre en pour s'occuper de soi-même. Et excusez-moi vraiment, je ne sais pas si c'est mon écran ou quoi, mais je ne vois pas la troisième question. Je vais chercher sur mes diapos. Alors, la troisième question, c'est quelles sont les stratégies de bien-être de l'équipe? Oui. Oui. Alors, Madame Nenesso, qui est apparemment bien pointée du doigt par le sujet d'aujourd'hui, quand elle partageait, on sentait vraiment le poids de tout ça sur elle. Et oui, on est là pour se soutenir. C'est l'un des objectifs de ce cours. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. On va se serrer les coudes. Ah oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir comme émotion? Un membre de l'équipe? Sinon, je vais désigner. On va voir. Monsieur Désiré, il est là? Madame Bienvenue nous suit très attentivement. Vous pouvez partager quelque chose avec nous? Oh, elle a disparu. Madame Florence? Madame Bienvenue. Allô? En fait, je vous ai suivi un peu en retard, donc je ne sais pas. Je vous ai rejoint un D'accord, peu en retard. Oui, oui, je vous ai rejoint en retard. d'accord. D'accord. Merci. Oui, Monsieur Désiré. Allô, bonjour. Oui, Bonjour. oui, si je peux tenter de répondre à la première question. Quelles sont les émotions, quelles émotions l'équipe peut-elle ressentir? Euh, je dirais que l'équipe va se sentir déçue. C'est une déception que l'équipe va ressentir, hein. Euh, Vu que c'est un patient qui est décédé brusquement dans son sommeil, l'équipe peut-être s'attendait à ce qu'il puisse encore rencontrer ses patients Mhm, pour un tout prochain rendez-vous. Mais à leur grande surprise, ils vont apprendre que le malade est décédé mhm. brusquement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a. Euh, Oui. je n'arrive pas à lire la deuxième question aussi, hein. Quelles sont les stratégies d'auto-soin personnel? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement devant de tels cas, devant une telle souffrance, devant une telle déception, comme vous le dites? ouais, je pense qu'il faut accepter que cela est arrivé. Mm. Ouais. Monsieur Désiré, j'aimerais vous retenir encore une minute. Si c'est vous personnellement devant un tel cas et que, je ne sais pas, c'était votre patiente
et le matin, vous arrivez, on vous dit que voilà, elle est passée et vous vous sentez déçu. Comment est-ce que vous allez faire pour que ce sentiment de déception ne vous empêche pas d'aller de l'avant, ne vous empêche pas de vous occuper des autres qui sont encore là? Euh, Peut-être je vais commencer par me poser moi-même des questions. Est-ce que j'ai manqué de faire quelque chose que j'aurais dû faire pour empêcher cela? D'accord. Et si je trouve que tout ce que je pouvais faire a été fait, je devrais à ce moment-là garder mon calme et m'occuper de ceux qui sont encore là. D'accord. Hein. Mais aussi, si il s'avérait que j'ai failli quelque part, il va falloir que alors cela puisse servir peut-être de leçons apprises pour voilà, que cela ne se produise plus envers les autres que j'ai encore à soigner. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, c'est le fait de trouver vraiment en nous des stratégies qui puissent nous aider à non seulement vivre le moment présent, mais pouvoir aller de l'avant pour les autres et ne pas porter le poids tout le temps sur nous. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. Est-ce En que prie. une autre personne a d'autres stratégies? Sinon, à part le sentiment de culpabilité, je vais dire, à part le sentiment de déception, on peut être habité par d'autres sentiments. Ce qu'on va faire, on va aller au deuxième cas, puisque le temps aussi est contre nous. On va aller au deuxième cas et on verra par la suite si on ne peut pas éprouver d'autres sentiments. Donc, on reste encore avec les enfants. Alors, le deuxième cas nous parle d'un bébé de 4 mois qui se présente à l'hôpital avec une hypertrophie de la tête depuis 1 mois et une lésion dans le bas du dos depuis la naissance. La myélo-méningocèle et hydrocéphalie, ce sont les lésions. Un test de dépistage rapide du paludisme est réalisé et il est positif. L'enfant présente une détresse respiratoire et une fièvre, une saturation à 54% à l'air ambiant, 93% à 2,5 IPM. Elle est sous antibiotiques en IV et un traitement antipaludien est instauré. On va faire une éventuelle exploration. euh, oui, diapo. Donc, en résumé, c'est un enfant. Oui. En résumé, on a un enfant de 4 mois souffrant d'une hydrocéphalie et d'une maladie aiguë, peut-être un paludisme, une pneumonie ou une méningite. Le patient se trouve dans une zone rurale, loin de tout hôpital susceptible de pratiquer une dérivation ventriculo-péritonéale. Faudrait le transférer dans un autre pays pour l'intervention, car les centres neurochirurgicaux les plus proches se trouvent dans des pays voisins. Diapo. L'équipe discute avec ses conseillers par télémédecine et il est convenu qu'une dérivation n'est pas appropriée dans ce contexte en raison d'un manque d'expertise disponible pour le suivi. La probabilité élevée d'une dérivation se bloque à court terme, à court ou à moyen terme. Les soins dans les hôpitaux neurochirurgicaux ne seraient pas gratuits, peut-être un peu trop chers pour la famille. Un accord antérieur avec l'un de ces hôpitaux, mais celui-ci a été interrompu en raison des résultats très médiocres obtenus par les enfants dans cet établissement et des risques considérables liés au transfert international. Il y a une forte probabilité de décès pendant ou autour de la période de transfert, ce qui pourrait être une expérience très traumatisante pour la famille.
La recommandation porterait sur les soins palliatifs. Les ponctions ventriculaires peuvent soulager la pression intracrânienne, mais malgré les symptômes à très court terme, le liquide s'accumule toujours à nouveau et crée une voie d'accès facile pour une nouvelle infection. Ces ponctions ne vont pas prolonger la vie du patient, ne vont pas modifier ni améliorer son état de santé. Après avoir discuté du plan de traitement des soins palliatifs avec la famille, celle-ci a accepté et souhaite rester dans l'hôpital pour recevoir les soins. Le bébé se remet de sa pneumonie et du paludisme et reste dans le service avec le plan de soins axé sur le confort. Son état se détériore rapidement 3 semaines plus tard et il meurt paisiblement dans le service. Plusieurs infirmières s'étaient attachées beaucoup au bébé et beaucoup ont du mal à accepter sa mort. Plus tard dans la semaine, l'une des infirmières pédiatriques s'adresse au pédiatre pour lui demander pourquoi le bébé n'a pas été réanimé. Le pédiatre organise une séance de débriefing en équipe. Alors, pour ce cas, quelles sont les caractéristiques de ce cas qui pourraient avoir un impact sur les expériences de détresse morale des infirmiers et autres membres de l'équipe? Que peut faire l'équipe pour se soutenir mutuellement? Que feriez-vous si vous étiez impliqué dans ce cas pour créer un plan personnel d'auto-soin? Ce sont les questions qui nous sont posées par rapport au deuxième cas. Encore une fois, quelles sont les expériences qui pourraient amener une détresse morale dans notre pratique? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se soutenir mutuellement? Que ferions-nous si nous étions impliqués dans ce cas pour créer un plan personnel d'auto-soin, bien de prise en charge personnelle? Voilà, c'était le deuxième cas. Donc, nous attendons les questions, ou bien les réponses aux questions qui nous sont posées par rapport au cas. Merci. Alors, on peut toujours se prononcer sur le premier comme sur le deuxième cas. Qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bonjour Binta. Oui, bonjour docteur. En fait, c'est juste mon avis. Je pense que les deux cas-là sont assez complexes. Surtout le second. Déjà, vous avez parlé des infirmières. Je ne sais pas si c'est bien choisi ou bien c'est juste un hasard. En tant que femme, quand vous avez un bébé devant vous, vous avez certaines pathologies devant vous, c'est très difficile, surtout de supporter, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au bébé, par rapport à toutes ces pathologies. Mais je pense que si à la fin, le médecin a trouvé l'importance de faire un débriefing, ce débriefing doit être fait aussi dès le début. Quand vous avez certaines pathologies, vous voyez que vos infirmiers et autres, il faut partager avec votre équipe. Que tout le monde sache les pathologies qu'a un patient ou un autre. Que tout le monde puisse être préparé. Quand on est dans les soins palliatifs, parfois aussi, tout comme on pousse le patient et la famille du patient à se préparer au deuil, nous-mêmes, on doit se préparer à ça. Sinon, on s'attache à tel point que parfois, nous, on a eu des exemples où des infirmiers ou infirmières ont été même plus impliqués que la famille. On a eu des exemples où c'est la famille même qui en vient à soulager ou bien à accompagner même l'infirmière. Et ça devient très
très bizarre. Donc, je pense que le débriefing doit être fait avant. Quand vous travaillez en équipe, il faudra parler des cas en équipe pour que aussi les gens ne s'impliquent pas trop émotionnellement face à certaines situations. C'est juste une contribution que je voulais faire par rapport au second cas. Pour le premier cas, c'est vrai que quelqu'un à qui on a donné une espérance de vie de 2 ans, au bout de 2 mois, elle décède. Avec en plus, elle n'avait aucun signe, elle le souriait. Ça fait un choc pour le personnel de santé. Et même s'ils vont soulager la famille aussi, ils ont besoin d'être soulagés. On a besoin d'en parler ensemble, de faire sortir ce qu'on a dans le cœur, d'accepter la situation aussi avant de passer à autre chose. Je pense que c'est là l'importance des groupes de parole parfois, savoir en parler, savoir dire ce qu'on ressent pour pouvoir beaucoup plus accepter certaines situations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Aminata. En tout cas, c'est une intervention très, très riche. Moi, je reviens en tout cas pour dire que on ne cessera jamais assez de le dire en soins palliatifs. Faut pas essayer d'évoluer seul. Faut qu'on soit ensemble et en équipe. Et on est ensemble et on reste ensemble du début jusqu'à la fin. Et dans des situations comme ça, surtout dans nos contextes, le dernier point qu'elle a souligné est très, très, très important. C'est le fait de se retrouver en équipe et d'extérioriser les sentiments. Je pense que ça, c'est un exercice qu'on doit vraiment se prêter dans nos structures, dans nos services, dans notre pratique de tous les jours. Il faut qu'on sache se soutenir, s'épauler en se retrouvant autour de la chose qui nous a réunis et qu'on puisse extérioriser. Chacun parle de son expérience et de comment il a vécu la chose, qu'est-ce qu'il est en train de traverser émotionnellement. Je pense que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider en tant qu'équipe à tenir et à aller de l'avant. Oui. Oui, merci. C'est une question de la communication entre les équipes et même la famille. Souvent, c'est la communication qui peut aider pendant toute la mission, qui peut aider bien que l'équipe est tous ensemble avec le plan. Oui. Merci beaucoup à vous. J'ai vu un man, il y avait Dédé, si vous voulez parler. Bonjour, chers tous. Bien que j'ai eu des soucis pour me connecter, bon, enfin là, je suis quand même là, quand même avec retard. Je vais intervenir plus en rapport avec le deuxième cas qui vient d'être présenté. Alors, cette fois-là, je vais parler comme en tant que pédiatre. Et j'ai eu cette expérience vraiment avec beaucoup de nouveau-nés qui venaient déjà avec, textuellement, avec cette description de cet enfant-là qui avait une méningoencéphalite là. Alors, par rapport à ma petite expérience, qu'est-ce que j'avais fait dès l'hospitalisation, parce que c'était un cas qui venait de la maternité, dès lors que l'enfant est référé à néonat, j'ai réuni l'équipe directement, on a briefé le cas à tout le monde pour dire, voilà, dans nos contextes, c'était au Mali, à Daïr, à Douenza, c'était très loin d'ailleurs de la capitale, et on a dit que c'était un cas qui était très grave et sévère, on doit juste faire les soins palliatifs, et j'ai réuni l'équipe infirmière, je les ai parlé avec la famille aussi, avec l'aide de la santé mentale. On a commencé à faire le suivi de ces cas-là jusqu'à ce qu'une semaine après avoir jugulé l'infection, malheureusement, les nouveau-nés étaient décédés. Alors, bien que ça avait affecté, dès lors que tout le monde était déjà informé de la sévérité de l'enfant, l'équipe a compris que c'était vraiment grave. À notre niveau, on ne pouvait rien faire. Alors, dans les débriefs, on a recommandé d'avoir une communication généralisée des cas complexes et d'avoir déjà une stratégie pour dire, bon, quand on a un cas complexe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a pris ça comme une leçon à tirer
et on a pisté quelques solutions après pour des cas à venir. C'est pour dire que l'équipe a été touchée, mais dès lors qu'ils étaient briefés qu'on ne pouvait rien faire, on a compris que c'était arrivé et on s'est remis au travail et on s'est un peu encouragé mutuellement pour continuer avec les soins palliatifs. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter comme une petite contribution. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, c'est une très, très bonne intervention. Et moi, en plus du dernier point, ce que j'ai vraiment retenu et apprécié, c'est le fait de se préparer psychologiquement. Je pense que le fait de parler du cas avant, dès l'hospitalisation, ça a déjà préparé le personnel. Et ça aide à travailler de tout cœur, mais même inconsciemment, on va être impliqué, mais pas à un tel point que après émotionnellement ça puisse nous affecter de manière négative. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Sinon, je remets le micro à docteur Catherine en remerciant vraiment pour votre attention et surtout pour toutes ces questions, toutes ces interactions. Merci encore, docteur Aminata, et tous les autres. À vous. Merci beaucoup. Merci, Benetta. Merci beaucoup, Dr. Cécile aussi, et pour tout vous pour un très bon échange aujourd'hui. Nous avons eu une bonne conversation et un bon partagé aujourd'hui. C'était très bien. Et c'était le dernier cours aujourd'hui. C'est la dernière séance pour cette cours, le cours pour le certificat. Nous allons continuer avec les séances une fois chaque mois avec le nouveau sujet, le nouveau thème. Mais pour aujourd'hui, c'est le dernier dans le cours, pour le certificat. OK, so merci à tous pour votre attention et pour votre participation pendant le cours. Il y a quelque chose pour expliquer pour le certificat. Le premier, il faut que vous avez assisté à tous les cours ou écouté des enregistrements sur YouTube. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectuer le test de connaissance finale sur le formulaire Google. OK, so vous allez recevoir un email avec cet test et il faut que vous faites le test pour le certificat aussi. Et après ça, vous pouvez envoyer une demande de certificat avec votre nom et que vous voulez sur le certificat. So, il faut que vous n'avez pas le erreur dans le nom. Il faut être bien fait. Et si vous pouvez ajouter aussi le note de le test dans votre email, le résultat de votre test de connaissance finale. OK. Le dernier jour pour soumettre une demande de certificat peut être le 17 août. C'est le 17 août. So, ça, c'est un mois d'aujourd'hui. OK. So, vous avez un mois pour écouter. Si vous avez perdu ou manqué une séance, vous avez un mois pour écouter l'enregistrement sur YouTube et vous avez un mois pour remplir pour faire le test final. Et après, il faut envoyer un email, une demande de certificat et voilà, avec votre nom et votre attendance dans tous les cours et aussi votre note finale pour le test. J'espère que c'était bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Et Catherine, je pense que nous pouvons mettre toute l'information sur le WhatsApp. Oui, je vais faire ça aujourd'hui aussi. Oui, merci Esther, c'est une bonne idée. Oui.
Sinon, Bon, si je je veux peux dire... dire, Ah oui? excusez-moi, si je peux ajouter, quand vous faites, Oui. quand vous écrivez l'email pour la demande de certificat, une chose qui est très importante, c'est que vous écrivez votre nom exactement comme vous le voulez sur le certificat. Donc, il faut vraiment écrire le nom. C'est ça, c'est ce nom que je veux sur le certificat. Parce que pour nous, des fois, c'est difficile à écrire les noms comme il faut. Merci, Esther. Et bon, je finis pour dire merci beaucoup encore pour votre participation et un grand merci pour toutes les facultés, pour toutes les équipes, pour votre dédication pendant le cours. Et bon, j'espère que vous pouvez venir pour la prochaine séance. La date, c'est pas clair maintenant. Je pense que c'est une date en août. Mais nous allons envoyer la date pour le séance qui suivent le cours Je dans le pense que c'est groupe le 7 août. WhatsApp. Oui, mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup, Israël. C'est le 7 août dans le système, mais je ne sais pas si on garde la même date. Ça dépend un peu le professeur, disponibilité et quelque autre chose, parce que c'est encore en été en Europe aussi. So, on verra, mais probablement la prochaine séance, c'est en août, mais je vais confirmer la date pour la prochaine séance. Voilà, ok, merci beaucoup. Merci encore à tous. Bonne fin de journée et bon mois. Et j'espère que nous sommes ensemble encore après un mois. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà.